Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite la une de l'actualité. C'est un fléau qui coûte des millions d'euros. Les fraudes à l'assurance maladie ont atteint des records en 2024. Plus de 600 millions ont été détectés et évités. Une lutte intensive contre la fraude qui met en valeur l'efficacité des contrôles. Nous irons dans l'Hérault avec Via Occitanie pour comprendre la situation. Les rodéos urbains devenus ces derniers mois un fléau et de grande ampleur partout en France, beaucoup de Français ne se sentent plus en sécurité. Pour lutter contre, la justice monte au créneau. Explication dans cette édition à Bordeaux avec TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Après des ventes records depuis la pandémie du Covid, le marché des trottinettes électriques connaît une perte de vitesse importante, aussi bien dans les ventes que dans les locations. Nous nous rendrons au Mans pour comprendre les raisons de cette situation. Et puis, avis à tous les porteurs de lunettes, les avez-vous déjà cassées? Une situation très gênante, surtout quand les réparations prennent plusieurs semaines et coûtent cher. Mais vous le verrez, nous avons rencontré un opticien des Vosges qui a des solutions 3D pour vous. 628 millions d'euros, c'est le montant record détecté contre la fraude à l'assurance maladie en 2024 par les pouvoirs publics. De nombreux cas évités grâce à des actions préventives et des contrôles renforcés en ligne. Dans l'Hérault, vous allez le voir, ce chiffre s'élève à 13,6 millions d'euros. Explication avec Via Occitanie, Antoine Mialès. 13,6 millions d'euros, c'est le montant des fraudes détectées et stoppées par l'assurance maladie de l'Hérault. Un nombre en hausse de 49% par rapport à l'an dernier. Preuve d'après la direction de l'efficacité des moyens de lutte et de contrôle mis en place en ligne et sur le terrain. On s'est beaucoup amélioré sur le préjudice évité, sur la détection du préjudice évité, puisqu'il a augmenté donc de près de 180%. Et c'est très important pour nous parce qu'au fond, c'est ça qui montre qu'on est capable d'être performant, de traquer les fraudeurs, d'identifier les modes opératoires. Les fraudeurs, ce sont en grande partie les assurés utilisant par exemple des faux arrêts de travail vendus sur les réseaux sociaux. Ils représentent la moitié des personnes repérées par l'assurance maladie. En revanche, sur les montants des préjudices, ce sont les professionnels de santé qui constituent la part la plus importante. Ça représente un petit tiers à peine des fraudeurs, mais ça représente les trois quarts finalement des montants de fraude. Des préjudices très élevés détectés et stoppés chez des audioprothésistes. 3 millions d'euros en 2024 dans l'Hérault. Comme à l'échelle nationale, c'est la branche la plus concernée par la fraude, devant celle des pharmaciens. On avait dans cette situation des audioprothésistes avec des fraudes et des préjudices évités importants cette année, différents mouvements et notamment celui de l'utilisation donc du tiers payant et des facturations multiples sur des assurés sociaux qui ne disposent pas du matériel et également des pseudo-audioprothésistes qui ne disposent pas des locaux adaptés ni effectivement des analyses préalables pour délivrer le bon matériel aux assurés sociaux. L'assurance maladie de l'Hérault qui précise toutefois que ces fraudes se limitent à une minorité d'acteurs. Les rodéos urbains sont devenus ces dernières années une véritable préoccupation pour les pouvoirs publics. Ces rassemblements nuisent à la tranquillité des Français, bien sûr, et surtout les mettent en danger. Près de Bordeaux, un élu a même été agressé pour avoir voulu stopper ces agissements, vous allez le voir. La justice décide donc de durcir le ton. Explication avec TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Antoine Rivalin. Ils prennent la rue pour un circuit, leurs moteurs vrombissent et les pneus crissent. Les rodéos urbains, ces démonstrations de vitesse et de puissance en pleine ville, s'imposent comme une tendance aussi spectaculaire que dangereuse. De plus en plus fréquent à Bordeaux, 40 véhicules se sont donné rendez-vous à Bordeaux-Lac. Mais au-delà du frisson, des vies sont mises en jeu, spectateurs percutés, habitants terrorisés et même élus politiques agressés. Il y a quelques semaines, Anthony Roland, conseiller municipal à Goriaguet en Gironde, s'est fait passer à tabac en tentant de mettre fin à un rodéo dans sa commune. Pour faire face au phénomène, le parquet et la DIPN de Bordeaux ont construit un dispositif pour mettre fin à la pratique.
avec l'aide notamment des drones. Observer ces rodéos, en comprendre les itinéraires, les zones de repli, les points d'appui, les complicités éventuelles, et permettre d'engranger du renseignement qui nous permettront d'intervenir à froid, à minima pour saisir les véhicules, et au mieux, l'idéal, c'est d'interpeller ceux que nous serons parvenus à identifier par le biais de ces images. Au début du mois de mai, 2 conducteurs interpellés en plein rodéo urbain ont écopé de lourdes sanctions. L'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur et ainsi qu'un couvre-feu qui leur interdit de sortir le soir, le week-end. Mais par ailleurs, et peut-être surtout, les véhicules qui ont été saisis ont fait l'objet, le 9 mai, c'est-à-dire une semaine plus tard, ont fait l'objet d'une décision de vente avant jugement. Depuis 2018, un texte de loi sanctionne les rodéos urbains. Les participants risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Être maire dans une commune rurale n'est pas de tout repos, bien sûr. À 1 an des élections municipales, plusieurs d'entre eux expliquent les difficultés quotidiennes de leur métier. Entre tâches administratives complexes, problèmes budgétaires ou changements de loi, les maires font face à des problèmes de plus en plus fréquents. Certains hésitent même à se représenter l'année prochaine pour les élections municipales. Exemple dans le Grand Est avec Puissance Télévisions. Regardez. Depuis 2020, Jean-Michel Guyot est aux commandes de la mairie. Installé à son bureau, il enchaîne les dossiers et les appels téléphoniques. À 1 an des élections municipales, les maires de différentes communes voient leur charge de travail augmenter et surtout les tâches administratives qui rendent difficile ce métier. Depuis la loi Notré de 2015, ce travail de chef de la commune a alourdi les problématiques déjà pesantes sur cette fonction. On n'a jamais eu autant d'évolution dans les lois en 10 ans qu'en 30 ans. Les 10 dernières années, depuis la loi Notré, on a voulu faire des grandes métropoles. On a malheureusement créé un désert dans le monde rural et aujourd'hui on les met en confrontation. En plus des changements administratifs, les décisions politiques et géopolitiques impactent également les petites communes. Les budgets sont en baisse, une tâche supplémentaire à traiter pour les maires. On doit faire des économies partout, on a de moins en moins de dotations et de subventions. Et ça devient très très compliqué, d'autant plus que les prix, quand vous faites une route, les prix ont été multipliés, je dirais pas par 2, mais pratiquement. Les élections municipales sont dans 1 an, mais d'après une étude du Centre de recherche politique de Sciences Po, 30% des maires hésitent à se représenter en 2026, contrairement à 20% en 2020. Le relationnel avec la population, qui ne comprend pas toujours ce qu'on met en place, et qui constate en fait les obligations administratives qu'on est obligé de mettre en place, qui génèrent du financement, et que le lambda, lui, considère que c'est complètement inutile. Donc lui expliquer l'obligation qu'on peut avoir dans la gestion au quotidien, ça, les gens ne le comprennent pas. À 1 an des élections dans les communes du territoire, des surprises pourrait bien avoir lieu. Faut-il armer la police municipale? Le sujet est toujours au cœur des débats et divise élus, syndicats et citoyens surtout. Entre nécessité de protection face aux violences et crainte d'une montée en tension dans l'espace public, le débat s'intensifie. C'est le cas à Rennes. TVR s'est intéressé au sujet et a interrogé un enseignant, chercheur en droit public et spécialiste des questions de police. Regardez. Les policiers municipaux ont-ils le droit d'interpellation? Pour cet enseignant-chercheur en droit public, c'est l'article 73 du Code de procédure pénale qui autorise les policiers municipaux, mais aussi tous les citoyens, à interpeller des individus en cas de flagrant délit de crime ou de délit, mais ils n'ont simplement pas le droit de les placer en garde à vue. En réalité, c'est plus un élément, on va dire, un peu un jeu sur effectivement les frontières des missions de la police municipale qui est mis en avant par le syndicat Force ouvrière et qui révèle en réalité en creux un problème qui est vraiment central, c'est le fait que l'armement de la police municipale est aujourd'hui le principal attrait pour un agent pour s'engager dans une ville. L'armement de la police municipale en France est ainsi une question géographique à partir du moment où une ville commence à armer sa police. Cela crée un appel d'air pour les communes voisines. Ça, c'est un élément sur le contexte rennais qui est assez essentiel, c'est qu'il n'y a pas de grosses villes autour de Rennes où les agents de police municipale sont armés. À Nantes, ils sont exactement dans la même situation qu'à Rennes, c'est-à-dire ils n'ont qu'un pistolet à impulsion électrique. Donc les agents de la ville de Rennes ne peuvent pas quitter la ville de Rennes pour aller dans une autre grosse ville à proximité où ils seraient armés.
Ça, c'est un élément qui, dans le rapport de force interne entre la mairie et les syndicats, va sûrement être déterminant. Et selon un rapport de la Cour des comptes, aucun obstacle juridique n'empêche un maire d'armer sa police municipale s'il le souhaite. Ensuite, tout est affaire de sensibilité politique. À droite, on demande à la police municipale d'adopter une démarche sécuritaire avec des missions d'interpellation. À gauche de l'échiquier politique, la police assure uniquement des missions de prévention. Alors que le conflit en Ukraine perdure et que les négociations pour un cessez-le-feu n'aboutissent pas, notre partenaire 8 Mont-Blanc a pu rencontrer une entreprise spécialiste depuis plus de 30 ans dans la fabrication de fusils d'assaut de précision. Cependant, vous le verrez, ses contrats avec l'armée française diminuent, obligeant l'entreprise à s'exporter. Plus de précision dans ce reportage de Jules Demeure. Ce PGM ECAT-2 équipe depuis une trentaine d'années les forces armées françaises. Avec des canons allant de 70 à 90 cm, il peut toucher des cibles à plus de 3 km. Une arme de pointe fabriquée en Haute-Savoie par le dernier fabricant français de fusils de précision. Mais dans un contexte géopolitique en tension où le réarmement de l'Europe anime le débat public et où les aides à l'Ukraine se multiplient, PGM Précision n'enregistre plus de commandes de la part de l'armée française. Ça fait 3 ans que l'Ukraine est en conflit ouvert avec la Russie. On a entendu parler de centaines de millions d'euros, je crois, d'un fonds européen de défense. À ma connaissance, la société PGM Précision n'a vendu aucune arme. Je dis à ma connaissance parce qu'on aurait pu vendre des armes à l'armée française et que l'armée française ait pu donner ces armes. Une concurrence accrue sur un marché aussi touché par la crise économique. Mais pour s'assurer d'une longévité, PGM Précision continue de se développer. L'entreprise compte aujourd'hui près de 10 salariés. Elle s'appuie en effet sur une soixantaine de partenaires étrangers. À l'échelle nationale, l'entreprise haut-savoyarde peut tout de même compter sur le RAID, un de ses partenaires historiques. Ce dernier utilise en effet ses fusils pour veiller sur la population, notamment lors des grands rendez-vous sportifs. En 1992, pour les Jeux Olympiques d'Albertville, le RAID sécurisait la cérémonie d'ouverture avec nos fusils Ultima Ratio. Et pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, on avait encore des fusils PGM qui protégeaient les athlètes et qui protégeaient les supporters lors des cérémonies d'ouverture ou pendant les épreuves. Des armes héritées d'un savoir-faire local qui continueront de protéger les populations en France ou à l'international dans les prochaines années. Le trafic de drogue est un phénomène qui n'épargne personne, petites et grandes communes, tout le monde est touché par ce fléau. Les malfaiteurs transforment l'espace public en point de deal, ce qui nuit grandement, évidemment, à la tranquillité des habitants et des commerçants. Un problème majeur aussi pour les élus. Vous allez le voir, en Isère, le maire de Fontaine a décidé de lancer une occupation citoyenne. En quoi cela consiste-t-il? Réponse avec ce reportage de Télé Grenoble. À Fontaine, la mairie lance une opération inédite pour lutter contre le trafic de drogue, l'occupation citoyenne. Malgré un renforcement des moyens policiers ces dernières années, la ville reste le théâtre de règlements de compte. On dénombre 3 fusillades depuis septembre 2024. On a fait énormément de choses, mais force est de constater que ça n'a pas suffi à endiguer les points de deal. Donc on a décidé de faire une action beaucoup plus importante. Il y a un volet sécurité, faire fuir les dealers, faire fuir les consommateurs, mais également un volet occupation de l'espace public avec les habitants, avec les commerçants, avec les associations de quartier, avec les bailleurs aussi également. Moi je considère qu'il faut qu'on mène ce combat-là et qu'on dérange le plus possible. L'action est menée par la mairie de Fontaine, la préfecture de l'Isère et les polices municipales et nationales, mais fait aussi appel aux habitants. Parmi les Fontainois rencontrés, beaucoup sont motivés à l'idée de s'investir dans cette initiative, tandis que d'autres émettent quelques réserves. Enfin, je crois qu'il faut quand même qu'on essaye et que surtout qu'il y ait une action coordonnée, police nationale, police municipale, bailleurs, habitants, pour faire reculer ce qui est maintenant devenu quand même un fléau. Moi, occuper un lieu jusqu'à 8h du soir et pendant 10 jours, je ne vois pas en quoi ça change le problème. L'opération doit durer une dizaine de jours, mais la mairie n'exclut pas la possibilité de la reconduire. L'année dernière, près de 50 000 personnes ont acquis la nationalité française. Dernièrement, la préfecture de Martinique a d'ailleurs honoré 44 nouveaux citoyens. Un moment toujours très joyeux pour eux, après avoir rempli une multitude de critères pour obtenir la nationalité, bien sûr. Cependant, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé vouloir durcir ces critères. Regardez ce reportage de Via ATV sur place. Anaïs est une lycéenne de 17 ans et est née à Fort-de-France. Ses parents, eux, sont arrivés d'Haïti il y a 34 ans.
Elle fait partie des 10 mineurs qui reçoivent la naturalisation aujourd'hui. C'est une nouvelle vie qui commence, du coup j'aurai plus d'opportunités et c'est un avantage pour mon avenir. Rebecca vient des États-Unis. Mariée à un Français, elle vit dans le pays de son époux depuis 15 ans. Pour elle, cette cérémonie a une saveur unique. J'ai tenté même 2-3 fois avant de réussir parce qu'il me manquait toujours des documents. J'arrivais pas à y croire. Vraiment, c'était un moment que je n'oublierai jamais. Une naturalisation reçue de la main du préfet. C'est un moment où on rappelle aussi qu'une fois entré dans la communauté nationale, il y a des droits, bien entendu, et aussi des devoirs qui s'appliquent à tous les Français. Mais en 2026, les critères pour accéder à la citoyenneté pourraient être durcis. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le 6 mai dernier, en mettant le point sur quelques critères, notamment l'insertion professionnelle durable et une meilleure connaissance de la langue française. Après une croissance fulgurante du marché des trottinettes électriques depuis le Covid, les locations et les ventes de ces engins connaissent une perte de vitesse depuis plusieurs mois déjà. L'une des raisons principales est due aux travaux dans les centres-villes compliquant leur circulation. LMTV Sarthe a pu rencontrer un professionnel du secteur qui en parle, Anthony Piton et Elisa Cribier. Les ventes de trottinettes électriques dérapent. Chez ce spécialiste au Mans, le chiffre d'affaires a connu une baisse assez marquée l'an dernier. Une tendance qui se confirme aussi cette année. L'hiver a été assez dur, on a un effet saisonnier qui est important sur les trottinettes, un peu comme sur tous les deux roues. Et on est à peu près en phase avec le marché qui baisse de 10%. On a quelques clients qui hésitent à s'acheter un véhicule parce que les travaux font qu'il est difficile de circuler sur certains axes du Mans. Même constat pour la location. Depuis le lancement des trottinettes électriques de la CETRAM en novembre 2023, dont il s'occupe aussi, beaucoup de trottinettes restent en magasin. Là, on est à 50%. Donc il y a une cinquantaine de trottinettes qui sont disponibles et puis qui attendent leur futur locataire. À force est de constater que peut-être qu'on manque un petit peu de communication de la part de la CETRAM. Malgré ce contexte défavorable, le dirigeant reste optimiste. Il compte sur les beaux jours pour retrouver la route de la croissance. C'est un chiffre assez incroyable. Chaque année, 30% des fruits et des légumes produits n'arrivent pas jusqu'au consommateur et donc 10% sont directement jetés. La raison, ils ne remplissent pas des critères esthétiques stricts. Alors pour lutter contre ce gaspillage, une entreprise corse a décidé de les récupérer pour produire ses propres jus. Écoutons le président de cette entreprise au micro de Télépaésé. L'objectif, c'est de valoriser ce qu'on n'arrive pas à vendre en frais et de monter des filières pour pouvoir exprimer le meilleur de notre terroir, le terroir insulaire. On développe des produits qui sont soit du jus, du pur jus de clémentine à destination des industriels, des glaciers, et on développe aussi la marque qu'on développe maintenant depuis 2-3 ans, qui est la Goursica, donc cette boisson pétillante à la clémentine et à l'extrait de népis. Qui n'a jamais cassé ses lunettes? Un moment particulièrement gênant, surtout quand les réparations prennent plusieurs semaines. Alors pas de panique, un opticien qu'on va vous présenter maintenant propose de créer en seulement 15 minutes une paire de lunettes 3D. Regardez ce reportage de Vosges Télévisions. Une innovation fait son apparition chez les opticiens. Ici, chaque mois, plus d'une dizaine de montures cassées par des clients maladroits sont retournées aux fabricants pour réparation. Un délai de 2 à 3 semaines est constaté généralement, ce qui peut paraître long pour le porteur de lunettes. En attendant, depuis quelques semaines, cette boutique propose de confectionner une monture adaptée au verre grâce à une imprimante 3D. Dans les Vosges, c'est à Saint-Dié que cette franchise a décidé de tester ce nouveau service. Si on a un client qui arrive avec une monture cassée, de prime abord, ce qu'on faisait, c'était qu'on allait essayer de trouver quelque chose pour réparer un petit peu, mais qui n'était pas forcément la même branche, la même face. On essayait d'un petit peu d'arranger, mais c'était pas forcément quelque chose de très qualitatif, entre guillemets. Et là, simplement, le client arrive, on lui dit simplement qu'on peut faire une impression 3D et on va lancer l'impression directement et en un quart d'heure, c'est fait. Confectionné en amidon de maïs et recyclable, le fil de la couleur choisie dessine peu à peu la forme souhaitée. La plupart des verres peuvent s'installer sur ce type de monture.
On a une bonne souplesse du matériau, donc même en cas de choc, il n'y aura pas de casse plus que sur une monture standard. Et nous avons même des charnières flexibles qui vont permettre de pouvoir les mettre sur la tête ou de les retirer à une main sans risque de déformation. Pas de quoi toutefois faire de la concurrence aux lunetiers. L'amidon de maïs s'assouplit avec le temps. Ce service facturé 15 € permet essentiellement de patienter en attendant le retour de la paire d'origine ou d'obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo pour un changement d'optique. Se préparer à la naissance de son enfant n'est jamais facile pour les mamans, mais c'est aussi le cas pour les papas. Souvent un peu négligés, les pères ont également un rôle très important dans ce joyeux moment. Alors regardez dans la Loire comment un centre hospitalier organise des cercles de parole pour accompagner les futurs pères. Notre partenaire TL7 a pu se glisser au milieu d'eux lors d'une séance. Roland a passé près de 2 heures à évoquer ses doutes et recevoir des conseils de professionnels. En sortant de ce cercle de parole sur la préparation à la naissance pour les pères, il est rassuré. Je pourrais presque dire qu'avant d'arriver au cours de papa, j'étais pas encore dans le rôle du papa. Et puis là, je vais ressortir du cours de papa et je pense qu'il y aura déjà une première étape de transformation qui sera faite. Il y a presque un petit avant-après. En plus de ne pas se sentir seul en étant à avoir un premier enfant, savoir comment les autres voient aussi la situation, c'est très très intéressant. On y va comme ça, un peu à l'aveugle, en disant est-ce que ça va être bien. Et quand on en sort, oui, c'est très bien. Il faut le faire. Ouais, je suis pressé maintenant. J'ai beaucoup moins peur. Durant les 2 heures, une sage-femme est présente pour aborder avec les futurs papas le séjour en maternité. Alors moi j'ai plutôt la place de celle qui va démystifier un peu l'accouchement, qui va un petit peu répondre à leurs angoisses, leur stress, les images de l'accouchement. On explique aussi aux papas la place qu'ils ont pendant le séjour à la maternité. Donc on explique aux papas l'importance de la proximité, du soutien à la maman. Et puis aussi leur rôle de père, ils ont aussi toute leur place dans l'éducation de cet enfant. On fait de la prévention sur la dépression et sur les troubles psychiatriques qui peuvent arriver donc, chez la jeune mère, mais aussi chez le papa. Et donc c'est un sujet très très important parce que bébé a besoin de parents disponibles et un papa ou une maman qui déprime n'est pas disponible pour le développement de son enfant, pour interagir. Le centre hospitalier du Forêt propose aussi l'accès à une chambre pédagogique pour pouvoir préparer au mieux l'arrivée du bébé chez ses parents. Avec le retour des beaux jours, les frelons asiatiques prolifèrent. Une situation inquiétante pour les apiculteurs, car cette espèce est friande d'abeilles. De nombreuses colonies sont menacées. Notre partenaire Moselle TV est parti à la rencontre d'apiculteurs pour prendre le pouls de la situation. Regardez ce reportage. Voilà, donc on va enfumer. Une fois la fumée froide propagée, l'apiculteur peut ouvrir et s'occuper des ruches. L'objectif, vérifier les pontes de la reine pour assurer la survie de la colonie en cas d'attaque. On a réellement vu la pression du frelon asiatique. J'ai eu plus de la moitié du cheptel qui n'a pas passé l'hiver. Alors sur un rucher, c'était effectivement dû au frelon asiatique. On a vu qu'il y avait un nid avenue de Guise à 500 mètres du rucher. Et là, ce nid-là, il peut aller jusqu'à 10 000 individus. Il va manger 10 kg d'insectes sur une saison. Plus petit mais aussi plus agressif que son cousin européen, le frelon asiatique est un réel danger pour les abeilles, tout comme pour les apiculteurs. Quand il y a des nids, il faut passer par des professionnels pour venir les enlever parce que nous on n'est pas équipés, il faut avoir des équipements vraiment spécifiques. Détecté dans la région en 2015, en 10 ans, ce prédateur d'abeilles a pu proliférer grâce à la hausse des températures hivernales. Face à ces ravages, les apiculteurs préparent leur riposte. La première chose, c'est au printemps maintenant, c'est de capturer les fondatrices. Donc les fondatrices, ce sont ces reines qui ont hiverné, qui vont créer de nouveaux nids. Et pour ce faire, on a des pièges. Il permet aux frelons de rentrer par un trou calibré, tous les petits trous que vous avez tout autour. Ces trous qui sont calibrés pour laisser sortir les insectes et non pas le frelon. La situation alerte même au niveau national. Le 6 mars dernier, les parlementaires ont adopté une proposition de loi visant à coordonner la lutte contre cette menace qui porte atteinte à la biodiversité et aux abeilles. Les friperies sont des établissements de plus en plus en vogue en France ces dernières années. À des prix cassés, les clients peuvent repartir avec de nombreux vêtements. Un modèle qui plaît beaucoup donc, mais surtout qui ne cible pas qu'une catégorie de consommateurs. Écoutons 2 gérantes de friperies à Limoges, au micro de 7 à Limoges justement.
côté vintage, c'est de plus en plus tendance pour les jeunes, mais aussi on a une clientèle de tout âge. On a du jeune jusqu'au moins jeune, la personne aussi de 60 ans qui veulent aussi chiner des petites pièces et aussi une question aussi de moyens, parce que nous on a vraiment tous les prix. Ça commence vraiment, un vêtement, ça commence à 3 €, donc c'est vraiment des petits prix. Depuis que mes parents en fait m'ont appris à m'habiller en me disant qu'on peut s'habiller de manière seconde main et que c'est pas grave, donc du coup moi j'ai toujours appris à m'habiller comme ça, et donc pour moi ce sont des valeurs qui sont importantes et j'ai voulu le retraduire dans ma boutique aussi, qu'on pouvait trouver de très belles pièces en seconde main. Un hommage aux soldats du feu, bien souvent peu reconnus à leur juste valeur. Un musée des pompiers a ouvert pour eux ses portes dans l'Aube. Ce lieu retrace l'évolution des équipements de secours et de lutte contre les incendies. Des pièces uniques depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui que nous présentent nos confrères de Canal 32 sur place. Regardez. L'espace mémoire des sapeurs-pompiers de l'Aube retrace sur 700 mètres carrés près de 2 siècles d'évolution des équipements dans le département, de 1830 à aujourd'hui. Dès les premières visites, la surprise est au rendez-vous. Elle témoigne de l'engagement et de la réalité du métier. Des fois, ils avaient prêté main forte à la commune à côté, donc ils pouvaient courir en tirant la pompe pendant 10-20 km. Les membres de la commission Histoire ont consacré 18 mois à transformer ce lieu en un espace muséal. Le rez-de-chaussée dédié aux véhicules d'intervention, le premier étage au secours à la personne et le dernier à l'habillement ainsi qu'aux pièces plus légères. Les objets exposés proviennent de dons offerts par des communes, des collectionneurs ou des sapeurs-pompiers eux-mêmes qui conservaient ce patrimoine dans leur garage. Comme ça embêtait ma femme que ça soit là. On a un superbe patrimoine chez les sapeurs-pompiers, surtout dans l'Aube, et on voyait que ça partait sur les vides-greniers. Aujourd'hui, la commission Histoire compte 30 personnes. On honore la mémoire de nos anciens qui ont travaillé dur avec du matériel pas toujours facile à utiliser. Un peu plus de 6200 pièces. Ça va du pins au véhicule, avec toutes les tailles intermédiaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.